Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Signature ce mardi 6 mai 2025 à Addis Abeba d'un accord de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Les domaines visés sont l'économie, la technique, la science et la culture pour un bénéfice mutuel et un développement durable. Plus de détails dans ce journal. À Beni, 18 garçons enrôlés de force dans les groupes armés Mai Mai Ira ont été remis à la société civile ce lundi 6 mai. Après un passage entre les mains des FARDC, ces enfants vont entamer un processus de réinsertion avec l'appui de la MONUSCO et des organisations spécialisées dans la protection de l'enfance. Et puis au cœur du parc national de Virunga, un bébé gorille de montagne vient de naître, apportant une note d'espoir dans un contexte marqué par l'insécurité et les conflits armés. Alors que ce sanctuaire naturel fête ses 100 ans, cette nouvelle naissance rappelle la force de la vie, même dans les environnements les plus hostiles. Après les titres, place au développement. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et celui de l'Éthiopie, Gédéon Timothéos, ont signé ce mardi 6 mai 2025 un accord de coopération bilatérale. Le dit accord porte sur plusieurs domaines, à savoir l'économie, la technique, la science et la culture. Il vise également à favoriser le développement durable et à garantir les avantages mutuels pour les deux pays. Cette signature représente une étape clé dans les relations entre la RDC et l'Éthiopie, puisqu'un accord de ce genre n'avait jamais été signé entre les deux pays depuis plus de 25 ans. Durant son séjour, la ministre congolaise Thérèse Kayikwamba a prévu plusieurs rencontres avec les autorités éthiopiennes pour renforcer la coopération entre les deux pays. Elle va aussi s'entretenir avec Mahmoud Ali Youssouf, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Un important pas vers la reconstruction sociale a été franchi à Beni au Nord Kivu, où 18 enfants associés aux groupes armés ont été officiellement remis à la société civile ce lundi 6 mai 2025. Ces jeunes garçons, pour la plupart issus du groupe Mai Mai Ira actif dans le territoire de Lubero, ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo avant d'être confiés aux autorités civiles et aux organisations œuvrant dans la protection de l'enfance. Selon Pépin Kavota, président de la société civile urbaine de Beni, la présence d'enfants dans des groupes armés reste une aberration, car leur place est avant tout dans les familles et à l'école. Il a salué la remise de ces enfants par les FARDC et insisté sur l'importance de leur réintégration dans leur communauté d'origine. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, à travers sa section de la protection de l'enfant, accompagnera le processus de réinsertion de ces enfants. Un soutien psychosocial et une réintégration scolaire sont prévus dans les prochaines semaines afin de leur offrir une nouvelle chance de construire un avenir loin des violences armées. Ce retour à la vie civile constitue un signal fort pour la paix et la protection de l'enfance dans une région encore marquée par l'instabilité. C'est une image qui émeut et redonne espoir. Au cœur de la forêt dense brumeuse du parc des Virunga, un bébé gorille vient de voir le jour. Un petit être fragile, blotti contre sa mère, aperçu pour la première fois lors d'une mission de surveillance dans les hauteurs du secteur de Mikenu. Une naissance rare, précieuse, dans une famille emblématique qui accueille aujourd'hui un 37e membre. Cette arrivée marque la 3e naissance de gorilles de montagne enregistrée cette année dans l'ensemble du parc. Un signe que, malgré les épreuves, la vie continue son cours. Car derrière cette scène de tendresse se cache une réalité bien plus sombre. Le parc vit sous pression constante, les bruits de la guerre ne sont jamais loin. Des groupes armés sillonnent la région, menaçant la faune, les rangers et les communautés locales. Les sentiers sont devenus dangereux, les postes de conservation abandonnés et l'accès à certaines zones est aujourd'hui impossible. Pourtant, malgré l'insécurité, les équipes de terrain poursuivent leur mission. Chaque naissance est une victoire, chaque observation est une épreuve que l'engagement n'est pas vain. Cette année, le parc des Virunga célèbre son centenaire. 100 ans de lutte, de protection, de sacrifice parfois. Un siècle pour préserver l'une des biodiversités les plus riches de la planète. Parmi ces trésors, les gorilles de montagne, ces géants paisibles, désormais plus que jamais vulnérables. La naissance de ce petit gorille, c'est plus qu'un événement, c'est un message. Un rappel que la nature résiste. Au-delà des conflits, au-delà du chaos, la vie trouve toujours un chemin.
Depuis le lundi de Pâques, le 21 avril, date à laquelle le pape François, 266e souverain pontife, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Le monde catholique attendait ce moment. 16 jours après sa disparition, le conclave s'ouvre enfin ce mercredi 7 mai 2025, jour de la fête de la Saint-Flav Domicila. En prélude à cette étape cruciale, la messe Pro Elegendo Pontifice, célébrée pour implorer la guidance dans le choix du nouveau pape, a été présidée ce matin à la basilique Saint-Pierre par le cardinal Giovanni Battista en présence de 133 cardinaux électeurs. La chapelle Sixtine, où se déroulera l'élection à huis clos, est enfin prête à accueillir les cardinaux. Leur mission, élire le 267e successeur de Saint-Pierre. À proximité dans la célèbre chambre des larmes, tout a été préparé pour vêtir le futur pape de sa première soutane blanche en moment chargé de solennité. Lors du scrutin, chaque cardinal inscrit en lettres discrètes le nom de son candidat sur un papier rectangulaire avant de le plier en deux et de le déposer dans l'urne. Si aucun nom ne réunit les 2/3 des voix au bout des 3 jours, le vote est suspendu pour une journée, puis reprendra avec 7 nouveaux tours de scrutin. Lorsque l'Assemblée aura trouvé enfin un consensus, la fumée blanche s'élèvera de la cheminée de la chapelle Sixtine, signalant au monde entier qu'un nouveau souverain pontife a été élu. Le nouveau pape devra alors choisir son nom avant de se présenter pour la première fois. Habemus Papam. À Kinshasa, plus de 5000 étudiants ont pris part à la toute première édition du Kiamona Campus Lab, une initiative ambitieuse inscrite dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Ce concours d'ingénierie et d'architecture a rassemblé les futurs bâtisseurs de la République démocratique du Congo. À l'honneur, les étudiants de l'INBTP, de l'ISAU et de l'Académie des Beaux-Arts. L'événement a été marqué par une grande conférence avec la participation de plusieurs personnalités de haut niveau, dont Thierry Katemwimbala, coordonnateur du projet, ainsi que les directeurs généraux de ces 3 institutions. Pendant 2 semaines, plus de 40 groupes d'étudiants ont planché sur des projets d'innovation destinés à nourrir la vision de la nouvelle ville de Kinshasa. 3 équipes lauréates ont été distinguées. Elles seront intégrées dans le projet urbain et recevront une formation spécialisée au Silicon Village et bénéficieront d'un soutien financier. Et je viens pour vous demander, donnez-nous, venez nous appuyer. Je pense que ce geste-là est une preuve de la considération que nous donnons auprès de votre savoir et du savoir que vos professeurs vous ont donné. S'il y a une première personne qui doit croire à l'ingénieur congolais, ben c'est moi. Parce que moi-même, toute ma carrière, depuis plus de 21 ans que je suis ingénieur, eh ben on a cru en moi. On a d'ailleurs mis dans les contrats de réalisation une exigence de 20 à 40% de la sous-traitance. C'est mis dans les conventions de collaboration qui sont passées. Donc, je suis persuadé que vous allez vous rendre compte de plus en plus que nous croyons en l'ingéniosité congolaise. Nous sommes tous ici Congolais. Pourquoi nous n'allons pas croire en nous? On est très fiers de l'être et fiers d'être vos collègues. Je crois en votre apport et aujourd'hui, les projets qui seront faits aujourd'hui vont être retenus. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa prévoit de s'étendre sur 43 000 hectares dans la commune de Maluku. Objectif, désengorger la capitale et offrir un cadre de vie moderne à ses plus de 17 millions d'habitants. Au Forum des Nations Unies sur les forêts qui se tient à New York aux États-Unis d'Amérique depuis le 5 mai 2025, la République démocratique du Congo, par sa ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, a réaffirmé son engagement crucial pour la préservation de son vaste massif forestier, essentiel dans la lutte contre le changement climatique. La ministre de l'Environnement a mis en avant les efforts constants du pays, illustrés par le projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa, une initiative présidentielle majeure. Ces projets ambitieux visent à créer une zone de conservation et de développement durable reliant l'Est et l'Ouest de la RDC à travers des régions écologiquement vitales. Il ambitionne ainsi de conjuguer protection de la biodiversité, capture de carbone et amélioration de conditions de vie locales. Le gouvernement congolais a adopté une stratégie
national de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, et nous l'avons inscrit dans nos priorités de la CEDN, notamment dans le domaine des transports, l'énergie, les déchets et les mines pour la réduction des CO2. Malgré les défis persistants de tous les moteurs de déforestation réunis, la pauvreté, l'agriculture itinérante sur brûlure et même le conflit armé, la République démocratique du Congo demeure un pays exemplaire de la conservation des forêts en Afrique avec un faible taux de déforestation de 0,03%. La RDC abritant une part significative de la forêt du bassin du Congo, un poumon écologique mondial, fait face à des défis de déforestation. L'initiative du couloir vert démontre une volonté politique forte de traduire les engagements internationaux en actions concrètes pour une gestion durable. La participation de la RDC au Forum des Nations Unies sur le forêt souligne le besoin de soutien international pour protéger ces patrimoines forestiers mondiaux. Des informations plus précises sur les objectifs et l'avancement du couloir vert sont entendus jusque-là. Ce mardi 6 mai, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est personnellement rendu sur terrain pour lancer une vaste opération de déguerpissement ciblant les marchés pirates qui encombrent les grandes artères de la capitale, marquant ainsi une nouvelle ère dans sa lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public. Point de départ, l'avenue Kassavubu, théâtre d'une descente musclée encadrée par la police urbaine et les services de voirie. Tables, marchandises, étals improvisés, tout a été systématiquement retiré des trottoirs et accotements illégalement occupés. Une fois sur place, le gouverneur Daniel Bumba a tenu un discours sans langue de bois, rappelant à tous les commerçants, vendeurs ambulants et aux gérants des boutiques que l'installation d'étals devant les déventures est formellement interdite. Balaba les a où ils étaient. Balaba là, ils a où ils étaient. Donc si vous laissez les gens vendre devant chez vous, vous n'êtes aucun. Après, c'est la responsabilité des ventures, les abîmes. Il faut être à la propre. Tu vas tendance sur motion à terre. On coûte à haute kawa, bien est au camp. Et aussi mes chantiers na bien est tondara là, je veux plus ça. Vous voyez quand moi tom que dans les cas, moi monsieur oui pour les tout vient na ville na vie c'est à la propre. Responsabilité propreté à exemple tout la ville. Na coûte sanitaire magasin de bakangi, OK? Si c'est sale devant chez vous, bien est au camp. OK? Vos mannequins, vos histoires là à l'intérieur, vos échantillons à l'intérieur. L'opération s'est étendue aux avenues Rwakadingi et Itaga avec pour ambition de couvrir à terme l'ensemble de la ville. Objectif, restaurer la salubrité urbaine, fluidifier la circulation et surtout limiter les inondations, dont la prolifération des marchés pirates est l'une des causes majeures. Si on en croit les dires de Daniel Bumba, les conséquences de cette occupation illégale sont bien connues. Obstruction des caniveaux, engorgement des eaux usées, insalubrité chronique et inondations récurrentes à chaque pluie. La mairie de Kinshasa entend faire de cette action une dynamique durable. Cette fois, plus de compromis. Les contrevenants seront sanctionnés sans exception. La capitale congolaise amorce désormais un tournant décisif vers l'ordre, la propreté et la modernisation. Et ceux qui refuseront d'y s'y conformer devront assumer les conséquences de la loi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a évalué les opérations d'inventaire et l'état de fonctionnement du matériel électoral en prévention des scrutins de 2028. C'était le mardi 6 mai à l'entrepôt central de la CENI, situé dans la commune de Limete. Cette visite a permis au président de la CENI de constater de visu l'état du matériel stocké, notamment les machines de vote, les urnes et autres équipements essentiels au bon déroulement des prochains scrutins. L'objectif principal de cette démarche est de s'assurer que tout le matériel est en parfait état et que les opérations d'inventaire sont menées avec rigueur. Ce processus témoigne d'une volonté claire de tirer les leçons des précédents cycles électoraux afin d'éviter les problèmes logistiques et techniques qui pourraient compromettre le bon déroulement des élections. La préparation des élections de 2028 marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend garantir un processus électoral maîtrisé. La Journée mondiale des orphelins du sida est un événement mis en place par l'association François Xavier pour sensibiliser le public et les gouvernements à la détresse des orphelins du sida. Elle est organisée traditionnellement le 7 mai de tous les ans. Cette journée vise à sensibiliser sur la situation alarmante des enfants
ayant perdu un parent à cause du VIH qui malheureusement continue de faire des ravages, entraînant la disparition des milliers de parents chaque année. Selon l'ONU-SIDA, 95% des orphelins du sida vivent en Afrique où l'accès des soins et à l'éducation reste limité. Aujourd'hui, plus de 13 millions d'enfants dans le monde ont perdu leurs parents à cause du VIH-Sida. En RDC, des milliers d'enfants vivent dans l'ombre, parfois stigmatisés, souvent même oubliés. Cette journée, c'est pour leur donner une voix, pour leur rappeler que chaque enfant a droit à l'amour, à l'éducation et à la protection, mais aussi faire un appel à renforcer les actions communautaires et la solidarité. L'évolution des travaux d'infrastructures routières et la construction de divers ouvrages, à savoir aéroports et bâtiments publics dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï en République démocratique du Congo, ont fait l'objet d'une réunion d'évaluation ce mardi 6 mai à la primature. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a évoqué la situation qui prévaut dans ces deux provinces en mettant l'accent sur l'état des routes et le retard des travaux. Au cours de cette même réunion, il a précisé que la première ministre a affirmé que le gouvernement central s'active à faire avancer tous ces chantiers dans les délais. À ce stade, les gouverneurs des deux provinces ont demandé le soutien du gouvernement central pour la réalisation des travaux de construction, en particulier la route Kananga-Kalambambouji, ainsi que la construction des barrages hydroélectriques de Katende et de Mbombo, sans oublier l'aéroport de Kananga. Présente également à cette rencontre, la première ministre Judith Souminois a rappelé que son gouvernement s'est engagé à investir dans les routes, les bâtiments publics et d'autres infrastructures. Par la même occasion, elle a soulevé la question liée à la mobilité de la population. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi pour le développement du pays durant son mandat de 2024 à 2028. Le gouvernement congolais a annoncé le début des travaux anti-érosifs urgents à Mbinza Delvaux dans la commune d'Ongaliema cette semaine. Pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de Sécurité Jacquemain Chabani, cette érosion menace gravement les maisons d'habitation et les routes sur une distance de près de 3 km. Il l'a dit lors d'une visite sur place lundi dernier. Il a également affirmé que la saison des pluies actuelle est une période très dangereuse. Des services spécialisés comme la Medelsat l'ont annoncé. Il faudrait donc agir vite. Cette visite de terrain avait pour but d'évaluer la situation et de rassurer les habitants. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a aussi appelé les comités locaux de sécurité à se réunir pour échanger avec les responsables du gouvernement. C'est suite à une altercation survenue le vendredi 2 mai dernier entre le vice-président du bureau, Augustin Malangou Ndjibou, et le rapporteur David Ilunga Bobo lors d'une réunion convoquée par le bureau que 17 députés provinciaux sur les 27 que compte l'Assemblée provinciale de Lomami ont retiré leur confiance au vice-président du bureau. Augustin Malangou Ndjibou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est déchu de ses fonctions de vice-président de l'Assemblée provinciale par vote à l'unanimité pour sa déchéance après lecture de la pétition portée par le rapporteur Joseph Nkomo. Étant également absent lors de cette séance décisive, les procès-verbaux de la déchéance ont été adoptés séance tenante moyennant amendement. À l'intéressé, il lui est notamment reproché l'incompétence, l'usurpation de pouvoir et l'immoralité. Pour rappel, l'échange houleux entre les deux membres du bureau s'était soldé par des blessures des deux côtés, accentuant la crise interne. Une vingtaine d'élus provinciaux avaient annoncé le retrait de leur confiance à l'égard du vice-président, l'accusant d'avoir déchiré la pétition et d'avoir porté les premiers coups au rapporteur du bureau. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, avait également annoncé des poursuites judiciaires contre les députés provinciaux impliqués dans cette bagarre. Le FC Barcelone affrontait les mardis 7 mai l'Inter de Milan dans les cadres de la manche retour des demi-finales de l'UEFA Champions League sur le sol italien. Une rencontre spectaculaire livrée par les deux équipes
en inscrivant 6 buts pendant les 90 minutes avant que la Bene Yamata vienne boucler l'affaire en prolongation avec un but de Fratesi à la 100e minute. Au bout d'un match palpitant, les deux équipes sont passées par toutes les émotions et ont mené chacune à leur tour. À la dernière minute, les Nerazzurri ont arraché la prolongation avant donc d'avoir le dernier mot. Après plus de 10 ans de conquête continentale, les Blaugrana n'ont pas eu la chance d'être à Munich en Allemagne dans un match qui restera dans l'histoire après 120 minutes de folie, avec une jeune équipe prometteuse qui partait favorite pour le sacre de cette édition. Les hommes de Simone Inzaghi vont disputer le 31 mai à Munich, leur 7e finale de Ligue des Champions, en attendant de connaître son adversaire à l'issue de la rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal. Les Français partent avec leur avantage du match aller à l'Emirates Stadium, 0-1. Le gymnase du Stade de Martyrs sera l'hôte de des grandes soirées de basketball All-Star Game Liprobakin 2025 le samedi 10 et le dimanche 11 mai 2025. Le meilleur athlète dans la version masculine et féminine seront sur terrain pour faire vivre au public le spectacle de haute qualité, plein d'émotions et riche en suspense. Hormis les oppositions en équipe de All-Star masculin et féminin, plusieurs autres activités sont prévues, dont le concours de dunk, concours de tir à 3 points, les tirs au centre, défis de connaissance des techniques, comédie et animation musicale. Les athlètes, artistes, musiciens et comédiens seront au rendez-vous. Les tickets d'accès se vendent à 10 000 francs. Les portes seront ouvertes à partir de 10 h et le choix des athlètes sera fait au travers le vote par le féru de la balle au panier. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, vous êtes sur Kyria Media Channel. Voici donc ce qu'a été les grandes lignes de l'actualité. Vous avez suivi dans ce journal la signature ce mardi 6 mai 2025 à Addis Abeba d'un accord de coopération bilatérale entre la RDC et l'Éthiopie dans les domaines de l'économie, de la technique, de la science et de la culture pour un bénéfice mutuel et un développement durable. À Beni, 18 garçons enrôlés de force dans les groupes armés Maï Maï Ira ont été remis à la société civile ce lundi 6 mai après un passage entre les mains des FARDC. Ces enfants vont entamer un processus de réinsertion avec l'appui de la MONUSCO et des organisations spécialisées dans la protection de l'enfance. Les détails ont été donnés dans ce journal. Au cœur du parc national de Virunga, un bébé gorille de montagne vient de naître, apportant une note d'espoir dans un contexte marqué par l'insécurité et les conflits armés, alors que ce sanctuaire naturel fête 100 ans. Cette nouvelle naissance rappelle la force de la vie, même dans les environnements les plus hostiles. Allez, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de votre chaîne.